Attention, les États-Unis nous écoutent. C'est le grand angle de ce dimanche 6 juin. Les Danois aident les Américains à espionner leurs alliés européens. L'information tombée il y a une semaine a fait l'effet d'une déflagration. Est-elle pourtant si surprenante? C'est la question qu'on va se poser avec vous. Franck de Cloquement, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en intelligence stratégique, enseignant notamment à l'Institut français des hautes études de défense nationale. Et avec nous également Jean-Paul Rouillet, vous avez travaillé pour les renseignements suisses. Vous êtes responsable du groupe d'analyse du terrorisme au Centre de politique de sécurité de Genève. La NSA espionne la France, l'Allemagne et bien d'autres pays européens. Franchement, ce n'est pas une surprise. Jean-Paul Rouillet, rien de nouveau sous le soleil? Non, dans l'absolu, absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est une réalité avec laquelle je pense que tous nos pays ont dû apprendre à vivre depuis très longtemps maintenant. Une surprise pour vous? Non, non plus. Tous les spécialistes et professionnels le savent depuis longtemps. Et effectivement, ça ne fait que confirmer ce qui ne cessera sans doute de s'égrener les années à venir. On va voir maintenant quand même pourquoi l'information a fait, donc comme je le disais, cet effet de déflagration. Le Danemark est-il le cheval de Troie des États-Unis en Europe? La question se pose. Le service de renseignement militaire danois a permis à la NSA d'espionner en 2012 et en 2014 de hauts responsables français, allemands, suédois et norvégiens. Les détails avec Florent Krebsek. Bienvenue à Sandagergarden, paisible commune en pleine nature près de Copenhague. En guise de clocher, des antennes de télécommunications et des dômes dévolus à la surveillance des échanges numériques. Image rare car non autorisée. Selon la télé publique danoise, le renseignement américain se serait servi de ces installations, mais aussi du réseau de câbles de télécommunications dont dispose le Danemark, pour espionner entre 2012 et 2014 des dirigeants européens, parmi lesquels 3 personnalités allemandes. La chancelière Angela Merkel, son ministre des Affaires étrangères et le chef de l'opposition d'alors. Il est grotesque que des services de renseignement interceptent et espionnent les principaux représentants de pays amis. Politiquement, je pense que c'est un scandale. Les gouvernements allemands et français ont demandé au Danemark et aux États-Unis de s'expliquer sur une affaire qui ressemble à une autre. En 2013, employé du renseignement américain, Edward Snowden avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'Internet, visant notamment les Allemands et en particulier le téléphone portable d'Angela Merkel. À l'époque, l'Union européenne avait fait part de sa colère. Ce sont des nouvelles inquiétantes, si elles sont vraies. Nous demandons toute la lumière sur ces informations. Washington avait aussitôt promis une enquête. Quand nous aurons une réponse, nous fournirons toutes les informations à nos alliés européens. 8 ans après, l'Europe attend toujours ces informations. Le problème que pose ce nouvel épisode, c'est que l'espionnage américain a été réalisé cette fois avec les outils d'un membre de l'UE. Les autorités danoises ont-elles autorisé ces écoutes ? Alors l'idée c'est que tout le monde espionne tout le monde, ce n'est pas l'apanage des États-Unis. Alors pourquoi on en parle tellement de ces révélations? Je pense que parce que les services de renseignement danois ont sorti un rapport qui a en fait fuité ou volontairement fuité dans la presse, d'abord la presse danoise. Ce n'est pas nouveau puisque ça a déjà été traité, on va dire, en été 2020 et c'est remonté à la surface grosso modo en novembre 2020. J'en avais d'ailleurs parlé et c'est relancé parce que la presse maintenant s'en fait un peu plus l'écho en Europe et qu'effectivement les populations sont de plus en plus intéressées sur ces problématiques de géopolitique et d'écoute. Une ampleur particulière quand même? Une ampleur particulière parce que si vous préférez à l'époque quand ça s'est fait, dans la période 2012-2015, rappelez-vous, entre-temps 2013, l'affaire Snowden émerge. Et donc finalement ces écoutes n'ont pas stoppé, comme l'avait en principe indiqué Barack Obama à l'époque, n'ont pas stoppé évidemment et continué, on le voit à travers ce cas concret. Jean-Paul Rouillet, puisque tout le monde espionne tout le monde, est-ce que vous pouvez nous dire qui la Suisse espionne par exemple? Qui la Suisse espionne? Alors la première remarque à ce sujet, c'est de demander si la Suisse a un système d'écoute, de surveillance, qui est proactif et qui nous permet d'espionner, on va dire, nos pays partenaires, puisque c'est quelque part ça la question que vous me posez. La réponse est que, 1, nous ne le faisons pas, et 2, si vous regardez les choses de manière plus proche, la Suisse a un système d'écoute qui est réduit et qui ne lui permet que de faire des écoutes ciblées. Alors je vais vous dire une chose qui ne devrait peut-être pas trop vous surprendre, la Suisse a la capacité d'écouter par exemple certains des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont partis en Syrie.
Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. On n'en saura pas plus. Franck de Cloquement, quel type d'informations sont collectées et dans quel but? Alors, on dit toujours que la NSA est utilisée pour les questions de terrorisme. En réalité, c'est faux. 80% des écoutes qui sont faites sont liées plutôt aux positions dominantes économiques sur la place mondiale, et en particulier de nature en lien avec l'intelligence économique et stratégique. Ce qui explique qu'Angela Merkel a été espionnée 2 fois, y compris sur son Bien portable, sûr. plus que les Français, les Suisses, les Belges, les Anglais. Mais les Danois, par exemple, ont fait l'objet d'écoutes eux-mêmes, qui manifestement s'intéressaient grosso modo à l'adoption ou pas des commandes de F-35 américains. Donc je pense qu'ils devaient être en avance là-dessus pour effectivement savoir avant coup quelles seraient les décisions prises. Le Danemark, justement, la Première ministre a réagi. Ceux qui espéraient un démenti en seront pour leurs frais. Le Danemark a, dit-elle, un bon dialogue avec ses alliés européens. Il n'y a pas besoin de réparer les relations avec la France et avec l'Allemagne. Le Danemark est engagé dans une politique de soutien militaire à Washington qui pourrait presque faire passer le Royaume-Uni pour un allié de seconde zone, Jean-Paul Rouillet? Non, je pense que là, il faut remettre l'église au milieu du village. Premièrement, le Danemark, ne l'oublions pas, est un allié historique des États-Unis, notamment en ce qui concerne les écoutes, parce qu'avant de s'occuper de l'Allemagne, de la France ou d'autres pays, n'oublions pas que le Danemark a toujours été aux avant-postes pour les écoutes, notamment à l'époque de l'Union soviétique. Donc encore une fois, vous avez une relation qui va beaucoup plus loin que ce qu'on décrit aujourd'hui. C'est la première remarque. La deuxième, à propos de dire que le Danemark serait à l'avant par rapport à la Grande-Bretagne, encore une fois, il faut savoir raison garder. La capacité d'écoute des Britanniques est bien plus élevée que celle des Danois. Et l'alliance qui existe entre les États-Unis et la Grande-Bretagne en matière d'écoute électronique est d'une toute autre ampleur que celle que l'on peut évoquer malgré tout aujourd'hui avec le Danemark. Alors, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui est en charge du numérique, est danoise. Elle est présentée comme la championne de la protection des données numériques. Est-ce que c'est aujourd'hui problématique que Margrethe Vestager occupe ce poste? Je pense que je vais aller dans le sens de notre interlocuteur. Effectivement, le Danemark est un élément privilégié de la stratégie américaine. N'oublions pas que les principaux pays font partie des Five Eyes. Le Danemark n'en fait pas partie, les pays européens non plus. N'oublions pas non plus que l'Allemagne également a servi de proxy aux Américains pour des écoutes sur la France. Entre autres, on le sait depuis les révélations de l'affaire Snowden. Le fait qu'elle soit effectivement de nationalité danoise et qu'elle occupe ce poste n'en fait pas automatiquement quelqu'un qui pose problème. C'est pas problématique. Ça ne pose pas directement problème puisqu'elle n'a pas a priori, elle n'est pas en lien avec les services de renseignement, en tout cas pour ce que je sais. En 2013, les révélations tonitruantes et vertigineuses à l'époque d'Edward Snowden avaient puissamment défrayé la chronique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se disait tout à l'heure? Ces activités d'espionnage américains n'ont jamais cessé depuis? Monsieur Rouillet? Non, elles n'ont jamais cessé. Et penser sérieusement au-delà de la gestuelle politique que ça aurait pu s'arrêter, c'est franchement faire preuve d'un manque de réalisme. Non, elles n'ont jamais arrêté et il n'y avait aucune raison de penser qu'elles puissent s'arrêter un jour. C'est un comportement d'hyperpuissance des États-Unis, monsieur Rouillet? Mais est-ce que c'est un comportement d'hyperpuissance? Je pense que si on avait la capacité de faire les mêmes éclairages sur d'autres pays, je pense, désolé de le dire, mais je pense à la France, mais allez, pensons à la Chine ou pensons à la Russie, on aurait exactement le même type de comportement, dans la mesure où vous êtes un État suffisamment puissant avec des intérêts géopolitiques suffisamment vastes, larges et étendus. Si vous avez la capacité, vous allez l'utiliser. C'est pas plus compliqué que ça. Alors justement, on va y venir à cette puissance. La communauté du renseignement américain bénéficie d'un budget annuel connu qui frôle les 90 milliards de dollars par an. Elle se compose de 18 agences. Si on prend l'exemple de la France, le budget annuel du renseignement avoisine les 10 milliards d'euros pour 6 services. Les États-Unis ne sont pas des alliés, contrairement à la présentation publique qui en est faite. C'est ce qu'il faut en déduire. On est tous des ennemis les uns des autres. Alors c'est ce qu'avait dit un peu fâché à l'époque Jean-Jacques Urvoas, qui était à l'époque patron de la commission des lois à l'Assemblée nationale après l'affaire Snowden. Il avait effectivement expliqué que les États-Unis n'avaient pas d'alliés, n'avaient que des vassaux ou des ennemis. Bon, on peut considérer que les choses sont un peu plus nuancées que cela. Les États-Unis ont une doctrine de sécurité nationale extrêmement précise qui les oblige effectivement, ça serait une faute professionnelle en tout cas pour les NSA de ne pas le faire, d'écouter tous azimuts tout ce qui se passe sur la planète. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on fait pareil, seulement qu'effectivement la proportion de ces écoutes et la capacité d'écoute globale n'est pas aussi vaste pour les pays européens, pour la France ou d'autres pays, et qui peuvent se comporter de la même manière. Mais c'est effectivement une forme d'obligation faite aux États, en tout cas de protéger leur écosystème en matière de sécurité nationale. Je vous pose la même question, Jean-Paul Rouillet. Les États-Unis ne sont pas des alliés, est-ce que ce sont des ennemis ?
Je crois que dans ce domaine-là, lorsqu'on parle de géopolitique, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez qu'éventuellement des intérêts communs à un moment donné. De là à passer dans le camp des ennemis, je pense qu'on est encore un cran plus loin. Non, les États-Unis ne sont pas nos alliés, ne le sont en tout cas pas en tout temps et à tout moment. Maintenant, dire que ce sont des ennemis, je pense que c'est aussi aller un petit peu trop loin dans la démonstration. Les Européens, Jean-Paul Rouillet, demandent maintenant des explications, mais est-ce qu'ils ont un vrai levier de pression ? Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'explications ? Là encore une fois, on est dans la gestuelle politique. La réalité est que chaque pays européen sait pertinemment que les États-Unis sont en capacité de les écouter et qu'ils le font. Et si j'étais un tant soit peu plus cynique, je vais me le permettre étant suisse et neutre, je vous dirais que chacun le sait et que chacun devrait en principe agir en conséquence. Alors oui, encore une fois, faisons de la gestuelle, demandons des explications, mais enfin, ne rêvons pas. Déjà, les explications, nous ne les aurons pas. Et pour ce qui nous intéresse, nos dirigeants les connaissent déjà, les explications. J'allais vous poser une dernière question pour conclure. Comment éviter ce genre d'affaires d'espionnage ? Bon, à vous entendre, et l'un et l'autre, on ne les évite pas. On ne peut strictement pas les éviter. On ne peut que les égrener, c'est ce que font les politiques, et en particulier à destination des populations que nous sommes. Bien évidemment pas en destination des professionnels qui agissent effectivement pour sécuriser les périmètres nationaux à tout niveau. Mais ça inquiète les populations. Ça inquiète les populations parce que ça ramène effectivement la gestion des données personnelles, des données globales. Et il y a deux aspects, si vous préférez. Vous avez bien évidemment l'aspect qui consiste à écouter de façon globale, les écoutes globales ou des écoutes ciblées. On peut considérer que parfois les écoutes sont ciblées et que le ramassage comme ça du spectre électromagnétique fait par la NSA peut parfois servir de temps en temps à résoudre les affaires terroristes ou en tout cas les alimenter. D'autre part, effectivement, à se positionner et à positionner les États-Unis en leader sur le plan mondial au niveau, par exemple, de l'économie, des grands contrats internationaux. C'était un peu l'un des objectifs, d'ailleurs, à l'époque, qui avait été décidé sous la mandature de Bill Clinton. Bon, on vous a bien écouté, et l'un et l'autre, on vous a bien entendu. Jean-Paul Rouillet, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, Franck de Cloquement. Merci d'avoir été dans 64 minutes.